Ouais, bon alors c'est quoi ton truc là aujourd'hui? Eh ben tu vois, ça c'est un contrôleur corporel, c'est-à-dire que je peux contrôler ton corps grâce à cette machine. Tu vois, par exemple, le premier fader ici, c'est pour contrôler ton bras gauche. Si je le descends, toc. Mais toc. arrête ça tout de suite. Eh ben ouais, non mais ça marche super bien. Et regarde l'autre fader ici, c'est pour contrôler l'autre bras. Toc. Mais c'est horrible. Et toc. Arrête. Ah bah non, mais ça marche Mais c'est super bien. dégueulasse, putain, t'as pas le droit de faire ça. Et là, tu vois, avec ça, je peux te nul. muter. Et là, je ne t'entends plus et c'est beaucoup mieux. Bon allez, je te démute. Il est hors de question que tu continues à faire ça. Ah. C'est mon corps. Bah non, mais écoute, je peux faire ce que je veux. Et par exemple, ici, je peux mettre en boucle en appuyant ici. Ah ouais. 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 En boucle. En boucle en appuyant ici. Ah ouais. En boucle en appuyant ici. Ah ouais. Non, on déconne. On va pas vous faire toute l'émission comme ça. Bonjour à tous. Ah, c'est toi qui dis bonjour à tous. Et ouais, bah ouais, écoute, monsieur prend ses aises. Bah écoute, d'accord. attends, t'as fait un peu ce que tu voulais avec mon corps là. C'est vrai. Il y a quelques secondes, donc je me venge. Donc bah bienvenue dans On refait le patch. On espère que vous allez bien. Et voilà. Ouais. Que ceux qui sont en vacances bien et que ceux qui le sont pas encore soient patients. Exactement. Alors ce n'est pas la dernière émission avant les vacances. Il y en a encore une la semaine prochaine sur Traction. Voilà. Tout à fait. Qui ne s'appelle plus Traction d'ailleurs. Non. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Tout à fait. Donc le sujet de l'émission, c'est le Faderport 8 de Presonus, qui est un contrôleur non pas corporel, mais stanesque, on va dire. J'ai envie de dire oui. Oui. Ah, est-ce qu'il est compatible? Oui aussi. Bon, voilà. Ça, c'est une blague que vous comprendrez par la suite. Voilà. Donc stanesque, c'est-à-dire que c'est pour contrôler votre stan. Alors évidemment, ça fonctionne avec la stan de Presonus qui s'appelle Studio One, que vous connaissez bien, parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour l'émission. Mais pas que. Mais pas que, parce que en fait, ça utilise aussi deux autres protocoles. Donc le protocole Mackie Control qui est assez connu et qui est à peu près compatible avec toutes les stans. Oui, la Mackie Control, c'est un peu le contrôleur, le best-seller de Mackie qui a lancé la mode du contrôleur. Et c'est vrai que c'est devenu un protocole qui doit être reconnu par tous les contrôleurs s'ils veulent espérer avoir beaucoup d'utilisateurs. Voilà. Et il y a aussi le protocole donc HUI qui intéressera plus les utilisateurs de Pro Tools. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On plonge directement dans le Faderport. Allez, tout à fait. Alors du coup, pour la vidéo, j'ai fait une petite session. Alors il n'y a pas grand-chose d'intéressant au niveau audio. On n'est pas là pour faire du son. Voilà, on n'est pas là pour faire du son. On est là pour contrôler, pour faire bouger des choses, exactement, faire des lumières et tout. Donc les premières choses à savoir sur le Faderport, c'est que déjà les 8 faders font 100 mm de longueur et sont motorisés. C'est-à-dire que par exemple, si je prends ma souris sur la première piste et que je la bouge comme ça, vous avez magie. C'est magnifique. Et voilà, Sylvain Mirouf, si tu nous regardes, c'est tout simplement magique. Donc, voilà. Et inversement, évidemment, si vous touchez le fader, ça va bouger aussi le fader dans votre stan. Mais à quoi que ça sert d'avoir des faders motorisés? Ça sert à plein de choses. Ça sert à voir vraiment ce qui se passe dans votre mix pendant la chanson, parce que vous voyez effectivement ça bouge tout seul, donc ça suit vraiment la chanson, donc ça c'est quand même super intéressant. Et puis en plus ils sont tactiles, donc on verra que quand vous faites des automations, c'est vraiment super utile. Ce qui est génial aussi, c'est pour le recall. Le problème en fait avec les surfaces de contrôle non motorisées, c'est que vous rappelez une session par exemple avec un réglage sur votre table de mixage, si les faders sont pas motorisés, en gros ils ont une position qui correspond pas du tout à ce qu'il y a dans votre séquenceur, et donc vous devez un peu bidouiller pour retrouver vos petits. Là, comme c'est motorisé, ça reprend exactement la place de ce que vous voyez à l'écran et c'est très pratique. Et pour les automations, c'est très agréable. Tout à fait. Donc on voit ici qu'il y a aussi 8 écrans, donc un pour chaque fader, et donc il va afficher le nom de la piste. Donc là j'ai fait une piste Arnaud, une piste Greg. Il va afficher aussi la position de la panoramique. Donc voilà, là je mets plus à droite ou plus à gauche. Donc ça c'est un peu le potard qui, on va dire l'encodeur cranté qui va servir un petit peu à tout faire, mais notamment la panoramique. Donc si on appuie dessus, on centre la piste, et ça va aussi afficher les niveaux. Donc ça, voilà, c'est assez. Un petit mot sur les écrans, c'est qu'ils sont assez bien définis. C'est assez. Alors bon, quand on s'éloigne, c'est écrit assez petit, hein, donc quand on s'éloigne et qu'on est vraiment de travers, on voit plus rien. Mais a priori, c'est quand même quand on est en position d'utiliser la console, on les a vraiment bien sous les yeux, c'est bien contrasté, donc on repère assez facilement. J'aurais préféré que ce soit comme sur le produit concurrent de Behringer, que le rétroéclairage corresponde aux couleurs de la piste. Parce que là, on voit que c'est le bouton Select en fait, qui correspond aux couleurs. Donc c'est-à-dire que si je change la couleur, en tout cas avec Studio One. Dans
la Stan, effectivement, ça prend la couleur. Ça, ce qui est plutôt cool, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu l'as dit sur le Behringer, c'est carrément l'écran c'est encore plus visible. Donc il y a ce bouton Select qui lui va permettre de faire plein de choses. Donc c'est vraiment pour sélectionner. En fait, ça va être en rapport avec plein d'autres boutons, notamment le panoramique que je vous montrais là. On a un mute et un solo pour chaque piste. Donc ça c'est très classique, sachant qu'on a un solo clear pour désengager tous les solos et un mute clear pareil pour désengager tous les mutes. On a ici un bypass, donc ça c'est plutôt intéressant, vous le voyez sur la Stan, en fait c'est pour bypasser les inserts. Voilà, vous voyez sur la première tranche là. Voilà, sachant que en fait l'indication qu'il y a en dessous des boutons, donc qui est écrite blanc sur noir plutôt, là on y a accès avec la touche Shift. Donc la touche Shift, soit on laisse appuyer dessus et ça se désengage quand voilà, c'est un mode toggle, soit c'est un mode toggle, soit effectivement on laisse appuyer et voilà. Donc et on a accès donc à All, donc là ça bypass tous les inserts et même les départs, donc là ça bypass vraiment tout. Qu'est-ce qu'il y a, le mode macro aussi, ça c'est une première chose assez intéressante. Est-ce que tu veux nous en parler? Non. Donc c'est un truc qui a un rapport avec la piste. Attendez, on va faire Open. Voilà, là par exemple ça nous ouvre en fait dans Studio One, vous vous souvenez, on peut faire des méta-effets, des méta-instruments, et ça donne lieu à ces petits panneaux sur lesquels on peut regrouper en fait les contrôles qu'on utilise le plus. Ceux qui sont sous Reason connaissent ça aussi dans les fameux combinators. Donc c'est ça, ces fameuses macros. Et là, qu'est-ce que ça a fait quand j'ai appuyé sur le macro? En fait, ça a mis tous les faders à 0. Voilà, tous les faders vont permettre de piloter les 8 paramètres. Ça tombe bien, il y a 8 macros, on a 8 donc faders. Voilà, ça peut être affecté à tout, et c'est tant mieux que ça existe, parce que le petit problème qu'on pourra reprocher, c'est que sur le contrôle des plugins, autant les plugins natifs de Presonus sont bien gérés par le fader port, autant si vous utilisez d'autres plugins, des spoil un peu là, mais effectivement. Et c'est tout l'intérêt du coup du mode macro, parce que si vous utilisez l'EQ FabFilter, en gros vous pourrez pas le piloter directement, ou alors si en vous prenant la tête en mode Mackie Control et tout, mais en passant par le mode macro, vous pouvez tout à fait piloter comme ça votre plugin. Exactement. Il y a le bouton Link, alors lui qui est assez cool, parce que en fait c'est justement en rapport avec l'encodeur qui est situé en haut à gauche là. En fait ça va permettre de contrôler tout et n'importe quoi. Donc, même par exemple un plugin FabFilter qui est un plugin tiers, si je mets ma souris au-dessus du bouton attaque et que je tourne le bouton, ça va agir directement sur ce bouton là. En fait ça va suivre la souris et ça va contrôler en fait ce qui est sous la souris. Donc alors ceci dit, ça marche avec tout. C'est cool, mais je serais pas loin de préférer la molette de la souris. Parce que ce petit bouton, il est cranté. En fait, c'est un premier mois, effectivement. Il est un peu petit, notamment quand on règle les pannes. Vous voyez, pour vraiment se mettre en panne extrême, faut quand même faire une bonne torsion. Il est un peu petit et il est vraiment bien cranté. Et moi j'aime bien l'écran, mais j'adore quand ils sont super légers, c'est-à-dire quand on a la possibilité de passer dessus très vite. Donc voilà, c'est pas un petit peu à cran quand tu l'utilises. Tout à fait. Vous l'avez fait. Donc voilà, ces boutons là Select, on les a vus ensemble. Donc là c'est un bouton en fait qui désigne du coup si on est en mode track, si on est en mode edit plugin. Alors ça, edit plugin, c'est assez intéressant, t'en parlais tout à l'heure. Là par exemple, si je suis sur la track 1, là, les sélectionnés, je me mets en edit plugin et là je vois que sont affichés les deux plugins que j'ai mis en insert ici, le compresseur et le fat channel. Donc on va sélectionner le compresseur et là ce qui est super cool, alors évidemment ce sont les plugins de Studio One, les plugins qui sont livrés avec la Stan, et en fait là on a accès du coup aux paramètres via les 8 faders, aux principaux paramètres du compresseur. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Si on veut revenir, là on a accès aux paramètres du Fat Channel. Donc ça c'est plutôt cool. C'est pratique parce que les paramètres sont affichés en haut de l'écran, donc vous passez pas votre temps à chercher vos petits. Exactement. Donc c'est plutôt bien foutu. Hélas, ce n'est que pour les plugins. Donc c'est comme on vous disait tout à l'heure, si vous voulez le faire avec vos plugins tiers, à ce moment-là il faudra utiliser les macros. Send, ça c'est pour régler les niveaux des envois. Donc là, j'ai des envois que sur les deux premières pistes, donc voilà, vers le bus 1 et le bus 2. Alors non, c'est d'abord on choisit la piste. Donc là je suis sur la piste Arnaud et effectivement il y a deux envois dessus vers le bus 1 et vers le bus 2. Pareil, les pannes, c'est si vous voulez régler les pannes, parce que ce bouton peut vous faire chier un petit peu, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure Arnaud, il est petit, il est cranté. Si vous voulez faire des réglages de panne un peu plus précis, mais bon, à la fois je vais faire chier parce que régler les pannes au fader, moi j'ai pas l'habitude, c'est pas naturel, c'est pas très naturel. Exactement. Limite faudra retourner le fader port et le mettre comme ça, mais là c'est pas, c'est vrai que c'est pas naturel, mais tu auras un réglage un peu plus précis.
pour le coup, c'est précis. Ouais. Donc ça, cette série de boutons, c'est hyper important aussi parce que là, il se trouve que du coup, j'ai les pistes audio. Donc là, j'ai créé 8 pistes audio sur ma session, mais je peux accéder, par exemple, en appuyant sur ce bouton-là, VI, donc c'est comme Virtual Instrument, à mes 2 instruments virtuels. Donc on voit, c'est un Mai Tai et un Morito. Ouais. Ils aiment bien les noms de cocktails Studio One. Ouais, ça sent que ça picole du côté de Bâton Rouge. Exactement. Ça suspecte que de la glace. Exactement. Donc le bouton bus, ça c'est pour accéder au niveau de vos bus. Donc là j'ai créé 2 bus, j'ai créé un VCA aussi. Et All, on a tout. Du coup, voilà. Mais du coup, quand on a tout, il faudra défiler et on le verra, ça sera avec la partie de droite qu'on pourra défiler du coup, parce que vous imaginez bien que dans vos projets, généralement, vous avez plus de 8 pistes assez rapidement. Donc pareil, avec les shifts, le bouton shift, on peut accéder aux entrées, aux MIDI, aux sorties, aux effets et user. À ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on est déjà sur la dernière partie du Faderport. Ces 8 boutons, alors ça concerne justement... on va faire une petite démo. Le mode d'automation. Parce que c'est vrai que l'intérêt d'avoir ces consoles, c'est l'automation. C'est le gros intérêt, effectivement. Alors du coup, il y a différents modes d'automation. Là, je suis sur off, mais par exemple, on va dire, allez, je vais me mettre sur la première piste ici. Et je vais me mettre en write, ok. Et je vais faire une automation sur cette piste-là. On va écrire une automation. Voilà. Attention. Donc je pense que, allez, je vais faire record. Et là, vous voyez, j'ai fait une petite automation sur peut-être une chanson que vous connaissez un petit peu. Alors c'est normal, il y a un délai parce que j'ai mis des inserts comme un gros bourrin. Mais donc là, on voit que ça a dessiné en fait l'autome que j'ai fait. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, attendez, je vais resélectionner. Je vais du coup pour la relire désengager write et appuyer sur read. Donc pour la lire et à ce moment-là, ça va lire l'automation et vous voyez le fader bouge tout seul comme par magie. Voilà. Alors, il est en train de relire j'en profite pour vous dire un truc, c'est que on a essayé de faire des automes super bourrins, c'est-à-dire des trucs très vifs, pour voir en fait comment ça se comportait quand on a vraiment des pentes très saillantes, voire même des trucs tout droits. Et on voit que les faders ont une petite ne réagissent pas aussi vite que parfois la pente est raide. Alors après faut garder à l'esprit que c'est un truc qui vaut 550 balles. Alors regardez, là, on va le voir bouger. Voilà. Vous voyez, ça met un peu de temps quand même. Alors déjà les automes comme ça, notamment de volume super brusques, sont pas si courantes que ça. Souvent c'est des mouvements assez cool. Ce n'est pas parce que le fader réagit comme ça que l'autome par la stan n'est pas lu très correctement. Mais voilà, c'est un truc à savoir. Et après, on peut pas demander au moteur de ces faders sur un bécane qui fait pas mal de trucs pour ce prix-là à 550 balles. De se comporter comme les faders d'une console à 40 000 boules. C'est sûr. Mais voilà, c'est pas gênant, faut juste avoir conscience que exactement. C'est pas des flèches non plus. Donc on a d'autres modes pour enregistrer nos automations. Il y a le mode donc write, c'est celui que j'utilisais. Donc write, ça efface tout ce qu'il y a en niveau automation sur votre piste. Donc ça écrase tout, ça réfléchit pas. Il y a un mode trim. Alors ce mode-là, il aurait pu être intéressant, mais il se trouve qu'il ne marche pas sur Studio One. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement, alors on le comprend parce que Studio One c'est quand même pas la stan numéro 1 du marché. On voit que les mecs de Presonus, en faisant leur bécane, ils ont pensé, ils veulent l'adresser à tous les utilisateurs. Et Trim, c'est quelque chose qui va être utilisé par exemple dans Logic ou dans d'autres stans. Trim, ça sert, en gros, si vous avez une automation qui est dessinée, ça sert à mettre tout plus haut ou plus bas. Voilà. Et on n'a pas du tout ça dans Studio One. Pour l'instant, c'est pas géré. Donc en fait, dans Studio One, on peut pas activer Trim. Voilà. Ça, et il reste donc 2 autres modes qui sont Latch et Touch. Et en fait, ça, c'est des modes assez intéressants parce qu'en fait, ils vont utiliser la fonction du fader forward qui en fait reconnaît quand vous posez le doigt sur le fader. Ça doit être, je sais pas, magnétique, c'est ça, électromagnétique, non, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. En gros, même si vous bougez pas le fader, il sait quand vous avez le doigt posé dessus. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, si vous mettez en mode touch, et qu'il y a déjà une automation donc, qui est faite sur la piste. Donc là, je vais me remettre au début. Voilà. Donc là, j'ai l'automation qui est déjà faite. Et si je le touche, voilà, je vais pouvoir modifier juste une partie et je relâche et ça continue. De lire l'automation qui était déjà enregistrée. Ça c'est super bien quand vous devez corriger, c'est-à-dire vous avez fait votre automation, globalement vous êtes content mais vous êtes un peu foiré à un endroit, c'est-à-dire qu'il y a une transitoire que vous n'avez pas bien détectée ou je sais pas quoi.
à ce moment-là, voilà, vous touchez juste le fader là où vous avez besoin de corriger. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Bon, sincèrement, toutes ces fonctions-là d'automation, c'est des trucs que vous retrouvez partout. Il n'y a rien d'extraordinaire, évidemment. Mais c'est quand même bien de l'avoir. Et le mode latch, en fait, c'est la même chose que le mode touch, sauf que quand vous relevez le doigt, en fait, ça reste sur la dernière valeur. Ouais, ça écrase tout. Ça écrase tout après. Voilà. Bref. Donc après, il nous reste alors un des points noirs, j'ai envie de dire, du Faderport, c'est justement. Les 2 points noirs sont les 2 points bleus d'ailleurs sur cette bécane, j'ai envie de dire. Exactement, c'est vrai que d'habitude sur ce genre de contrôleur, on a l'habitude de retrouver ce qu'on appelle un jog wheel. En gros, c'est un petit truc rond, une petite molette, effectivement, qui vous permet à la fois de faire des choses précises et des choses un peu plus rapides. Ouais. Et là, en fait, c'est vrai qu'on a un potard cranté qui est assez classique. Ouais. C'est pas un potard, c'est un encodeur parce qu'il est sans fin et en fait qui permet de faire plein de choses, mais c'est vrai que pour certaines choses, donc là en fait vous avez 8 fonctions accessibles. C'est vrai que j'ai pas parlé ici mais en fait avec la touche Shift on peut aussi accéder au save, au redo, undo, etc. Et même à des trucs user qui sont pas mal aussi. Paramétrables. Voilà, paramétrables. Donc là je reviens effectivement sous l'encodeur, donc il y a une touche next et previous, donc qui peut être aussi utile dans certains cas, on va le voir. Mais on peut par exemple là si on se met en mode channel, et ben on va passer d'un channel, vous voyez, à un autre. Voilà. Ouais. Là, on voit le bouton select qui bouge. Et normalement, voilà. Et en fait, voilà. Donc ça permet de changer de channel. Pour les channels, le bouton est très bien. Mais c'est vrai que quand on est tenté de l'utiliser comme c'est pour le transport. Pour le zoom, alors ça va permettre, par exemple, vous voyez, de zoomer plus ou moins dans la stan. Mais bon, là, c'est assez bourrin quand même. Alors, il y a un mode plus fin. Si j'appuie dessus, alors... Non, j'ai vu. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. C'est pas super flagrant. Non, c'est pas super flagrant. Normalement, il y a un mode plus fin, mais même dans le mode plus fin, ça a pas la définition d'un jog wheel. Ouais. Vous voyez, c'est cranté, donc c'est vrai que voilà, c'est assez bourrin comme réglage, et c'est vrai que d'autant plus dans le mode scroll qu'on va voir ici. Voilà, donc ça permet en fait de bouger la tête de lecture dans votre donc là, stan. De mesure en mesure. Donc là, c'est je pense que c'est pour le mode scroll que ça change, non? Non, alors, ça change pas non plus. Il faudra que tu rezoomes là parce que. Je rezoome, hop. On va se mettre là. Voilà. Et en mode scroll, non. Attends, là ça fait de mesure en mesure, pareil. Non. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas moyen de faire moins qu'une mesure. Ça c'est un peu naze. Et surtout qu'en plus, ce qui est très agréable dans le jog wheel, quasiment tous ceux qui font du montage vidéo utilisent un ou une jog wheel, enfin une molette, en tout cas une grosse molette, parce que faut se caler à la frame près sur la vidéo, et même en audio on sait ça, quand on fait de l'édition par exemple sur des samples, on doit se caler exactement sur la transitoire, donc c'est super important, et plus la molette est grosse, plus elle est précise. Là non seulement elle est petite, elle est crantée avec des crans qui sont quand même bien sensibles, donc c'est pas super agréable à utiliser, et c'est pas d'une précision diabolique, même si y a sans doute un moyen d'activer un truc plus fin, mais bon, c'est pas aussi bien qu'un bon gros jog wheel qu'on retrouve notamment chez certains concurrents, notamment chez Icon et chez Behringer. Donc le bouton bank, ça c'est un peu comme le bouton de channel, c'est qu'en fait vous bougez d'une banque à une autre. Donc une banque c'est 8 pistes. Bank. Voilà, donc ça vous passez d'une banque à une autre, ça c'est plutôt intéressant. Le bouton master, ça va vous servir à régler le volume du master. Donc là vous voyez, donc vous bougez le master avec en bas à droite sur votre écran. Voilà. Le clic, c'est on active ou non le métronome. Section, je ne sais plus. Ça permet de bouger, par exemple. Là, j'ai sélectionné un conteneur et ça permet de le bouger. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que... Non, c'est toujours... Alors, à mon avis, ça s'adapte au grid. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, à mon avis, on peut faire des trucs plus désactive précis. Pour voir la quantification, le magnétisme, pardon. Alors, on va essayer ça tout de suite. Non, c'est à droite, la petite touche bleue là. Hop, voilà, tu désactives ça. Voilà. Et on va faire un petit test. Non. Je suis bien en section. Hop, alors. Hop, attention. Vas-y. Clac. Non, du coup. Si, oui, c'est ça. Si. Mais du coup, oui, c'est beaucoup plus... Donc voilà. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Et donc du coup, je pense que pour le scroll, c'est un petit peu ça aussi. Remarque non, parce que ça bougeait. Mais c'est pareil. Ça change rien pour le scroll. Mais j'allais dire, même en admettant que le truc soit précis, ce qui est chiant, c'est d'avoir un bouton comme ça. En fait, vous êtes obligé de faire un mouvement de torsion comme ça. Alors que sur une grosse jog wheel, en général, il y a un petit renflement qui permet de mettre le doigt et de faire...
et c'est beaucoup plus pratique. Et là, c'est vraiment de l'ergonomie, c'est-à-dire dans le geste. C'est même pas tant le contrôleur, mais c'est vrai qu'avec un potard, un encodeur plus gros, on peut avoir un mouvement différent, bien plus pratique. Et chose intéressante, quand on est en mode section, les touches Next et Preview permettent dans la piste arrangeur. Donc on a ici, vous voyez, j'ai fait une piste avec intro, refrain, couplet, de passer du coup du refrain au couplet comme ça avec une seule touche. Et la touche marqueur, c'est à peu près la même chose, mais c'est avec les pistes marqueurs. Donc là, vous voyez, j'ai fait 3 marqueurs et ça permet de passer d'un marqueur à l'autre comme ça, plutôt simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. On vous fera pas l'insulte de vous expliquer. Voilà. Ah si, elle sert à quoi cette touche-là? On va pas la refaire la blague quand même. Donc voilà, la touche pour mettre en boucle, la touche pour mettre en boucle, la touche pour mettre en boucle. Donc la touche stop, play, pause, record, et puis voilà pour vous balader aussi dans votre chanson. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Je crois qu'on a fait une dernière chose dont on n'a pas parlé, ça se branche en USB évidemment. Il y a une prise jack pour brancher un foot switch, donc une petite pédale qui vous permettra seulement, il me semble, de faire du play stop. Voilà, de faire play stop entre guillemets. Alors ceci dit, c'est très con, mais c'est très pratique le play stop, surtout quand vous êtes home studiste, parce que en général, quand vous voulez faire votre prise de gratte ou de chant, que vous êtes à 2 ou 3 mètres de l'ordinateur, pour lancer l'enregistrement ou je sais pas quoi, soit vous appelez Red Richard des 4 Fantastiques, vous avez un bras de 8 mètres et c'est simple, soit vous êtes comme nous, et là avoir un foot switch qui vous permet de déclencher ça à distance, ça peut être très pratique. Très utile. Voilà. Bon, écoute, on va passer au conclusage. Je crois, ouais. Allez, jingle. Conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage du Faderport 8 de Presonus, avec le premier point fort qui est le prix. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant l'émission. Si on a un petit peu, j'ai donné le prix qui est donc 550 550 à peu près, et c'est vrai que c'est bien placé parce que on avait autrefois Behringer qui faisait la BCF 2000 je crois, qui était beaucoup plus rudimentaire, moins cher mais beaucoup plus rudimentaire, avec notamment très peu d'affichage, très peu de lumière, peu de retour visuel en fait. Alors, a priori ils ont arrêté de la fabriquer. Ils ont arrêté de la faire en outre, et puis et en juillet aussi. Je me suis dit, il va la faire, c'est pas possible. Excusez-moi. Et donc ils ont sorti, c'est le Q. Ils ont sorti, je sais plus le nom. Non, c'est X-Touch. Peut-être X-Touch. Donc il y a un nouveau modèle chez Behringer qui existe. Depuis, ils ont racheté Midas, ils ont sorti les consoles X32 qui ont un beau petit succès, je crois, parce que bon rapport qualité-prix, et qui se fight notamment avec de l'autre côté les consoles de Presonus. Et c'est vrai qu'ils ont du coup mis la main sur des technologies de fader et tout qui étaient celles de Midas, et qu'ils ont pu proposer des surfaces de contrôle plus élaborées, autrement plus abouties, mais plus cher. Voilà, c'est ça. La Behringer, en fait, elle coûte 700 €, je crois, en magasin, donc 150 €. Et on a un autre concurrent qui est un chinois, je crois, il me semble, c'est Icon, qui lui aussi fait un produit concurrent qui ressemble d'ailleurs beaucoup plus au produit Behringer, mais on est à 650. Donc 100 balles de plus. Alors c'est vrai que c'est 2 produits qu'on n'a pas essayé. On va être honnête avec vous, les Behringer et Icon, on les a pas essayés. Mais c'est vrai, quand on regarde les specs et un petit peu les photos et tout ça, déjà il y a un jog wheel. On comprend c'est cohérent avec les prix, c'est-à-dire que il y a tout ce qui peut nous manquer là, on l'a sur les autres, mais oui, il faut mettre plus cher. Voilà, c'est qu'il y a un bouton, effectivement, il y a un potard pour chaque tranche qui peut servir notamment pour la panoramique, et il y a un bon gros jog wheel des familles. Donc voilà. Donc du coup, à 550 en fader motorisé, parce que vous avez après des contrôleurs non motorisés, mais en fader motorisé, c'est le premier produit en tout cas vraiment intéressant. Et il y a quelques concessions qui ont été faites, mais en tout cas le prix est plutôt bon. C'est compatible Mackie Control et UI. On vous l'a dit, Presonus, ils ont bien conscience que si c'était uniquement compatible Studio One, il fera un peu un four commercial. Donc ils sont assurés de cette compatibilité, et c'est utilisable, et il y a même des boutons, on l'a vu, qui servent à rien dans Studio One, qui ne sont là que pour assurer le confort. Pour l'instant, ils ne servent à rien. J'espère que ça parce que le trim, c'est quand même pas mal. Le trim, c'est bien. 57 touches, 78 fonctions directement accessibles. Alors, j'ai pas compté, j'ai pris ça dans le manuel, j'avoue. Mais oui, c'est vrai que du coup, il y a quand même pas mal de boutons. Alors, ça fait quand même, attends que je dise pas de bêtises, ça fait 135 bidules. N'est-ce pas?
Alors je sais pas, les fonctions comptent peut-être les touches, je ne sais pas. Bon bref, en tout cas ça fait beaucoup de choses accessibles directement. Alors c'est vrai que les mauvaises langues pourront dire ouais mais il y a beaucoup de choses qui sont accessibles via le bouton Shift. C'est vrai, par exemple les touches F1 là, à F8 qui sont en fait des clones des touches F1 et F8 de votre clavier, elles sont accessibles via la touche Shift. Et ça vous vous dites bon bah pourquoi ne pas appuyer directement sur la touche F1 de mon clavier. C'est vrai. Bien que sur Mac tu me diras si sont pas directement accessibles. Ouais c'est ça, parce qu'elles sont affectées à d'autres fonctions donc bon. Voilà. Tu peux les mettre directement accessibles, mais c'est pas de base. Donc voilà, ça a l'air solide, effectivement. C'est plutôt bien construit, ça pèse son poids, oui, ça peut bouger pendant l'émission. C'est stable, ça prend de la place aussi, mais bon, quand on a 8 faders, on est bien obligé. Les petits écrans qui sont bien définis, effectivement, la résolution est plutôt bonne, même si effectivement, comme vous avez dit Arnaud, quand on se penche un petit peu, il y a la couleur qui change. On sent que c'est pas un écran de smartphone, ça c'est clair. Mais bon, ça fait la blague. Et une bonne organisation des contrôles. Alors ça, c'est un truc que je voulais dire par rapport à la concurrence, c'est-à-dire que la Behringer a l'air super intéressante, par exemple, mais même l'Icon, hein. Mais c'est vrai qu'ils ont pris le parti d'avoir mis les faders d'un côté et tous les boutons de l'autre. Alors pour des bonnes raisons, on va y revenir notamment dans les moins de ce test, mais du coup il y a un côté plus bordélique, alors que là comme c'est le plan qu'on a suivi lors de ce test, on a vraiment la partie centrale à gauche, à droite, on se repère assez vite, c'est bien foutu, et en plus avec les boutons colorés on retrouve très vite ces petits. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé la Behringer ni l'Icon, mais en tout cas de visu c'est vrai qu'on a l'impression que la Faderport est quand même mieux organisée. La gestion des macros qui on va dire rattrape un peu le fait que ce soit pas compatible avec certains plugins, les macros, les plugins tiers, tous les plugins tiers. Oui, voilà. Alors ceci dit, faut pas oublier qu'il y a des applis de contrôle sous iPad qui seront peut-être autrement plus agréables pour piloter des plugins tiers, mais c'est vrai que le fait de pouvoir gérer ces macros est vraiment sympa, enfin c'est bien d'y avoir pensé. Et évidemment, Studio One Artist est fourni. Studio One Artist qui coûte 100 balles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'est normal. Et bon, c'est vrai que c'est un soft qui est chouette, même s'il a des défauts, notamment celui de ne pas être compatible avec. Enfin, de ne pas accepter les VST. Pour ça, il faut débloquer une option qui est payante. Donc, ça, c'est un peu rare. Mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir un bundle. On regrette juste, il y a un bundle que Presonus fait pour ses interfaces audio et ses consoles. Un bundle de plugins SPL, Eventide, Brainworks, tout ça, qui est très intéressant et qui n'est pas fourni avec ce produit. Et c'est un peu dommage parce que on comprend bien qu'il le file qu'avec les interfaces audio et avec les consoles, sauf que il est fourni avec les interfaces audio vendues à 100 balles comme l'Audiobox, et là sur un produit à 550 qui ressemble quand même grandement à une console, il n'est pas fourni, c'est un peu dommage. Voilà. Un petit peu. Le premier point faible, vous l'aurez compris, pas de jugwheel. Effectivement, on a un potard, un encodeur cranté rotatif comme ça. Et mais parce que c'est vrai que ça aurait été presque parfait. Là, on sent qu'on aura peut-être besoin d'avoir un truc supplémentaire. Ça explique en tout cas les 150 € de différence avec certains concurrents. Le potard aussi, panne param, qui est trop petit et cranté. Effectivement, il est situé ici. Bon, c'est pas. Encore une fois, le cranté, moi, me dérange pas. Et puis en plus, c'est plutôt bien. Je crois même que le cranté, parfois, c'est une garantie d'avoir moins d'interférences ou je sais pas quoi. Ça, je sais pas. Enfin non, tu me diras, c'est plutôt sur les trucs qui font clac-clac, sur le matos haut de gamme. Mais c'est que les écrans sont vraiment trop présents en fait. Alors peut-être qu'avec le temps, à force de le tripoter, ça, le pannepoter. Bon, les plugins tiers non gérés. Effectivement, ça c'est un gros moins, ça marche bien en tout cas quand on est en mode plugin, là, edit plugin, ça marche que avec les plugins de Presonus, de Studio One, mais effectivement pas avec les plugins tiers, par exemple notre Fab Filter, donc ça c'est un petit peu dommage, même si effectivement dans les points forts la gestion des macros pallie un petit peu ce truc là. Pas de cascade en mode Studio One. Alors quand on dit pas de cascade, c'est pas genre Rémi Julien et tout ça, attention, cascade. C'est en fait on peut pas a priori quand on est en mode Studio One brancher plusieurs fader ports et avoir par exemple 16 faders, et ils ont pas sorti non plus d'extension. Alors que les concurrents le font. C'est d'ailleurs, oui, justement, quand je vous disais, quand on parlait de bonne organisation des contrôles, et j'allais vous dire qu'on allait en parler dans les points faibles, c'est à ça que je pensais. Parce que si chez Behringer, chez Icon, on a remisé comme ça tous les contrôles d'un seul côté, au risque que ce soit un peu bordélique, c'est pour se
permettre de plus facilement rajouter des extensions. Et c'est vrai que 8 voix, même si on peut faire défiler des pages pour avoir accès aux 8 voix différentes, aux 8 voix suivantes, 8 voix on est vite quand même limité. Le but, rappelons-le, une surface de contrôle, je me souviens, c'était Massenbourg qui nous racontait ça, c'est au moment où on mixe, de plus être en train de chercher des trucs sur l'ordinateur, c'est-à-dire d'être vraiment Massenbourg, lui il organise tout le temps ses projets de la même façon, il a sa batterie à gauche, sa basse, il sait, c'est toujours tout sur les mêmes voies, il a son template, et du coup quand il mixe, il sait exactement où est quoi, il l'a sous les doigts. Il est en mode sensoriel. Voilà, il est en mode sensoriel, c'est-à-dire qu'il passe directement ce qu'il entend, il le retranscrit directement en mouvement quand il fait son mix, ses automes. Et là, c'est vrai que avec 8 voix, on est limité. Et comme il n'y a pas d'extension, voilà. Après, bon, peut-être que Presonus, si le produit a du succès, peut-être qu'il parce que le fader port, on n'en a pas parlé, il y a un fader port avec une voix qui est vieux et qui est un beau succès chez Presonus, que beaucoup de gens ont et dont ils sont contents, mais peut-être qu'ils nous sortiront j'espère bien une grosse version. Ou peut-être qu'il sera possible d'en brancher avec plusieurs. un wheel. Alors j'ai bien précisé en mode Studio One, parce qu'effectivement je crois qu'en Mackie Control, je sais pas, il est possible d'en utiliser plusieurs. Oui, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et donc l'étoile, 4 étoiles sur 5, parce que voilà, c'est quand même un bon produit qui se place bien au niveau du prix, qui est bien foutu. Alors évidemment, il y a quelques petits points faibles, mais voilà. C'est vrai qu'avec des meilleurs contrôles rotatifs, on serait arrivé au 4,5 sans problème. Ouais. Mais voilà, à ce prix-là, en tout cas, il n'y a pas grand-chose en face. Si, il y a un petit truc chez Behringer, mais qui est vraiment rudimentaire, c'est-à-dire on a des faders motorisés, mais après on a juste 3 boutons et on n'est vraiment pas dans le même délire. Donc là, sur les premières surfaces de contrôle sérieuses, et alors je parle même pas des trucs ex-Phonix maintenant à vide, qui sont à des prix délirants. Mais voilà, donc franchement, allez essayer, ça vaut le coup. Ouais. Savoir si vous y gagnerez vraiment au jour le jour, moi je pense que oui, si vous faites beaucoup de mixage. Après, est-ce que sur 8 voix vous ne sentirez pas les croix? En tout cas, ça s'essaye, parce que c'est vraiment très bien foutu. Voilà. Donc bon, l'émission est terminée. On vous dit à la semaine prochaine. On vous dit de mettre des pouces bleus, de vous abonner, de tweeter. Parlez-en à tout le monde. Voilà, vous envoyez ça à tous vos carnets d'adresse email. Exactement. Voilà. Et puis on vous dit du coup à la semaine prochaine pour le test de traction ou T7, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. T7. Waveform. Exactement. Ciao, ciao.